Merci à tout le monde. Probablement d'autres vont nous rejoindre pour de participer avec nous de cette énième édition, je ne peux pas compter, du Brésil en question. Je rappelle, organisée avec le Centre Roland Mounier et les études lusophones du CREMIC pour ce qui est de Sorbonne Université, et le CREPAL et Paulo Liumac, que je n'ai pas vu encore, mais qui va sûrement nous rejoindre bientôt, du CREPAL de la Sorbonne Nouvelle. Voilà. Donc, je vais laisser Laura tout de suite présenter notre invité d'aujourd'hui, qui va nous transporter dans l'espace, on est un peu habitué, et dans le temps, n'est-ce pas, Laura? Oui, tout à fait. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Décio, un grand merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très contents de te recevoir. Je vais parler brièvement de la trajectoire de Décio, qui a obtenu sa licence en histoire à l'Université fédérale de Pará en 1993. Il a 2 masters, un master par Unicamp, l'université de l'État l'université de Campinas, en 1998, et un 2EA à l'EHESS en 1998 aussi. Si je ne me trompe pas, son master a été dirigé par John Monteiro, le regretté John Monteiro, et le DA a été dirigé par Nathan Wachtel. Tous les deux portaient sur le premier à Unicamp sur História de Brancos, Memória e Historiografia dos Índios Manaus do Rio Negro. Le 2 est à la chefferie indigène du Rio Negro à l'époque de la conquête de l'Amazonie, 1650-1750. Et son doctorat a été obtenu en 2018 en Sorbonne Université, dirigé par Luis Benatacho dans les labyrinthes du Kouaï, échange, guerre et mission dans la vallée de l'Amazone. C'est le travail qui vient d'être publié par les éditions Le Manuscrit en 2021. Je pense qu'il vient de sortir, ou il est en train de sortir, avec le même intitulé et le sous-titre est différent, Conquête, colonisation et christianisation en Amazonie. Décio a publié encore des ouvrages comme Guerras na Amazônia do século XVII, Résistência indígena à colonisação, 2012. En 2002, avec J.M. Bezerra Neto, Terra Matura, Historiographie, História Social na Amazônia, dans cette maison d'édition que je trouve très jolie, le nom, Pacatatu, en 2002. Et avec, plus récemment, avec Lodwig Hulsmann, Holandeses na Amazônia, 1620-1650, une belle édition de l'imprense officielle du Estado do Pará, 2016. C'est un travail très, très important parce qu'au Brésil, on a très peu de sources traduites de néerlandais. Et alors, c'est un travail d'érudition, un très bel, vraiment un travail très intéressant et important. Décio en plus a obtenu des bourses comme celle de l'École française de Rome, celle de la Commission nationale pour la commémoration de la découverte portugaise et aussi auprès de l'Institut de IFAN. Il est très lié à l'archive de son État, aux archives de l'Institut historique-géographique du Pará, qu'il a dirigé et auquel il est attaché. Enfin, c'est quelqu'un qui vit, qui fait toujours de la recherche d'archives, qui dirige des travaux, qui publie des chapitres de livres, enfin, qui est toujours en activité et qui a publié plusieurs chapitres, plus d'une dizaine de chapitres de livres, plus d'une dizaine d'articles dans des revues scientifiques. Et donc, nous avons beaucoup à apprendre avec lui et encore une fois, on le remercie de nous avoir
d'avoir accepté notre invitation et je vous passe la parole, Décio. Merci. Merci Laura, merci. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Michel Riodel et aussi Laura de m'avoir invité à prendre la parole à ces séminaires et me donner l'occasion d'exposer mes idées et mes recherches dans cet espace virtuel. Et je voudrais demander à Michel Riodel si je peux aussi projeter un PowerPoint ici dans la salle. Décio, tu es autorisé à partager ton écran. Voilà. Okay. Et je salue l'arrivée de Paolo Iumacci, là, qui est le troisième organisateur, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Et qui... Okay, merci. Bonjour. Pardon Bonjour, pour le retard. Je ne sais pas si vous voyez déjà l'écran. On voit très bien le titre. Parfait, merci. OK. Donc, aujourd'hui, je voudrais présenter brièvement un résumé du contenu de mon livre qui vient d'être publié, intitulé dans le labyrinthe du Kwai. Là, je vais essayer de... Voilà. Dans le labyrinthe du Kwai, conquête, colonisation et christianisation en Amazonie, 16e et 18e siècle. Je remercie également tous ceux qui m'ont fait l'amitié de venir assister à cet exposé, d'avoir bien voulu prendre connaissance de mon travail et d'être venu le discuter aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais rappeler que l'histoire des populations indigènes de l'Amazonie, depuis la fin du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe, est au cœur de mon travail. Plus exactement, le rôle et l'évolution des chefferies indiennes dans le double contexte de relations interethniques et des entreprises coloniales européennes. Et au cours de cette période, les grandes puissances européennes, France, Angleterre, Espagne, Portugal et Hollande, se sont employées à accroître leur domaine colonial en Amérique du Sud. On assiste alors, dès le début de la conquête des terres américaines, à un processus de transfert dans les aires de colonisation des conflits politiques qui opposent les grandes puissances. De leur côté, les missionnaires portugais ont implanté systématiquement des villages de catéchèse au sein des populations indigènes pour ouvrir la voie à la colonisation portugaise et à une première urbanisation de la vallée de l'Amazone. On peut alors se demander comment toutes ces interventions tirent-elles parti des réseaux politiques indigènes et tiennent-elles compte des hiérarchies internes et des positions de pouvoir autochtones qui existaient au moment de l'arrivée des Européens? Et voici une deuxième question. Comment missions et expéditions militaires entraînèrent-elles des guerres en faisant des chefferies indigènes des médiateurs préférentiels? Pour analyser ces questions et approfondir ces thématiques dans mon livre, j'ai privilégié un ordre chronologique qui ponctue 12 chapitres, répartis en 4 grandes sections. Pour introduire le cadre de ma recherche, je commence par mettre face à face les sources d'origine indigène et les sources européennes. Et j'avance une série de questions qui résument le sujet de 4 premiers chapitres du livre. Premièrement, que savons-nous de la manière dont les sociétés indigènes percevaient les cadres de vie amazoniens à partir de ce que nous enseignent les mythes préservés jusqu'à nous, les catégories indiennes de l'espace et les données reconstituées par l'archéologie? Deuxièmement, de quelle manière les Européens du XVIe siècle ont-ils capté la singularité d'une contrée dans laquelle ils avaient toutes les peines du monde à s'enfoncer? Puis, dans le 3e chapitre, j'essaie de définir comment
se présente l'histoire de l'Amazonie orientale et celle des Guyanes avant l'irruption des Portugais, puis au moment de leur installation. Le 4e chapitre place la vallée de l'Amazone dans le contexte de la monarchie catholique entre 1580 et 1640, en interrogeant la façon dont le bassin de l'Amazone s'impose à l'esprit des Ibériques comme un passage, un raccourci entre les richesses des Indes et les eaux de l'Atlantique Nord. C'est dans ces cadres global, souvent négligés dans les travaux sur l'Amazonie coloniale, qu'est créé en 1621 l'Estado do Grão-Pará et Maranhão, que se met en place une administration coloniale et que se montent des armées locales qui recrutent des indigènes. Il s'agit d'un phénomène indissociable des guerres coloniales et plus généralement du déroulement des guerres européennes, donc du contexte mondial. Mais bientôt, des nouveaux acteurs investissent la scène de l'Amazonie portugaise. Ça c'est à peu près la zone sur laquelle j'ai commencé à faire mes études et sur laquelle j'ai dédié le travail de recherche qui est présenté dans ces livres. Et ici, avec les flèches de différentes couleurs, sont les zones que je veux présenter dans le livre à la mesure qu'il y a une progression dans les chapitres. Le 5e chapitre dans la 2e partie du livre s'attache à présenter les missions catholiques et leur rapport avec la conquête portugaise. Franciscains, mercédaires, carmes et jésuites se partagent l'évangélisation des Indiens et pèsent de plus en plus sur les relations que se sont établies entre indigènes et européens, et en particulier les jésuites. Puis, dans le 6e chapitre, je réfléchis sur l'impact des missions des carmes dans leur rapport avec la conquête portugaise en Amazonie. Ce qui nous conduit d'abord à poser la question des limites informelles de l'action missionnaire et de celle de la répartition géographique des ordres religieux qui, on le verra, apparaissent étroitement liés à la définition des frontières politiques entre les deux puissances ibériques, le Portugal et l'Espagne, installées dans cette partie du monde. Tout comme j'interroge les rapports entre mission et commerce des esclaves, ou encore l'articulation entre mission et pouvoir d'État. Le 7e chapitre introduit la question cruciale des transports et des circulations dans le bassin de l'Amazone. Avant d'explorer les effets de l'urbanisation et des métissages déclenchés par les missions du XVIIe siècle. C'est effectivement le moment de l'apparition d'un personnage colonial nouveau, le caboclo, métis d'Indiens et de Portugais. Ce processus complexe est le croisement de 3 autres processus, conquête militaire, colonisation et christianisation, et je l'ai appelé processus de caboclisation. Il s'agit d'un néologisme qui exprime une réalité nouvelle et spécifique dans la région amazonienne de colonisation portugaise. On pourra discuter plus tard sur ces sujets. On parvient alors avec la 3e section au cœur proprement dit du livre. C'est le 8e chapitre où je développe une réflexion sur les modalités et la nature de la guerre dans ses relations avec les expéditions de capture d'esclaves et les actions de résistance de groupes indigènes. 2 autres chapitres
en fait 2 études de cas, explore en profondeur l'histoire du Cabo do Norte, l'État brésilien actuel de l'Amapá et le Maranhão, dans l'idée de dégager les formes de guerre spécifiques qui s'y sont développées. La 4e section regroupe 2 derniers chapitres et tourne autour de ces mêmes questions pour les soulever dans le cadre de la région du Rio Negro, un affluent important de l'Amazone, en prenant soin de distinguer l'histoire de cette région de celle des contrées précédentes. Les Indiens Manaus, habitants millénaires du Rio Negro, tels le Minotaure, se sont retrouvés au cœur d'un labyrinthe auquel conduisent 3 routes. La route espagnole, la route anglo-hollandaise et la route portugaise. Mais ce sont les Portugais qui viendront à bout de la résistance des Indiens Manaus, comme on s'en apercevra en révisitant à partir de leur tragique exemple les différentes pièces du puzzle récoltées au cours de mon cheminement. La guerre, le commerce, l'esclavage et tous ces acteurs, les missionnaires, les sertanistas, c'est-à-dire les hommes qui ont pénétré l'arrière-pays à la recherche des richesses, mais également les étrangers hollandais et anglais, sans oublier les mythes indigènes et le thème des chefferies indiennes anciennes et nouvelles. Ma réflexion s'achève en 1750, au moment de la signature des traités de démarcation des frontières en Amérique du Sud au XVIIIe siècle, entre les empires espagnols et portugais. Les frontières se sont alors formées progressivement sur le Rio Negro. Mais ces frontières, nées à la confluence des missions jésuites espagnoles et portugaises, sont toujours rendues poreuses par le déplacement et les alliances des indigènes qui ont leur propre perception des frontières territoriales, plus en phase avec leur forme d'organisation sociale et leur propre vision cosmopolitique des territoires amazoniens. Surgit alors une sorte de Far West du type amazonien qui demeure un des traits caractéristiques de l'Amazonie jusqu'aujourd'hui encore. Comment mettre en évidence des relations entre chefferies indigènes et européens au cours de la période que m'a occupé dans ces livres? Comment donner du corps à mes hypothèses? Ma réponse consiste tout d'abord à extraire des sources un maximum d'informations sur les différents groupes impliqués dans les interactions et les réseaux auxquels j'ai fait allusion. En m'efforçant en particulier de réunir de la façon la plus rigoureuse des données biographiques concernant les acteurs indiens et européens qui ont vécu en Amazonie, principalement entre 1650 et 1750. Pour attendre les acteurs des processus historiques qui traversent le monde amazonien, j'ai donc multiplié les microbiographies de tous ces acteurs. À titre d'exemple, j'ai développé une base de données prosopographique pour chaque ensemble d'acteurs historiques amazoniens qui ont vécu pendant cette période. Pour les jésuites, j'ai dressé la microbiographie de 205 missionnaires. Pour les carmes, 118 missionnaires ont été décrits. Par ailleurs, j'ai développé 147 biographies de chefs autochtones, hommes et femmes. Dans le cas des chefferies indigènes, les informations, généralement fragmentaires et dispersées dans les sources entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ne se présentent d'ordinaire que dans le contexte des situations de contact avec les Européens. Ce qui ne m'a pas empêché de recenser le nom des chefs,
la description des communautés auxquelles ils appartenaient et celle des territoires soumis à leur contrôle politique, avec un intérêt tout particulier pour les situations d'alliance et de conflit, en essayant de dégager les rapports qui peuvent exister entre les chefs de communauté et les groupes et en analysant leur rôle de médiateur. La patience mise bout à bout des données sur les chefs indigènes recueillies au cours des périodes de contact qui peuvent durer quelques décennies, a ainsi produit des courtes biographies reflétant les trajectoires de chacun, à l'image des prosopographies. Un tel travail livre, me semble-t-il, une vision plus précise et moins désincarnée des chefferies indigènes de l'Amazonie, tant en ce qui concerne l'organisation des sociétés que des politiques qu'ont menées les leaders face à la colonisation européenne. C'est sur la base de ces résultats que j'ai tenté de conférer une réalité concrète aux circuits, aux réseaux et aux interactions qui éclairent le fonctionnement des chefferies indigènes dans le Rio Negro et partout ailleurs dans la vallée amazonienne. Mais comment faire le lien entre les éléments microbiographiques rassemblés dans le cadre de ces micro-histoires sans dégager des contextes historiquement définis qui croiseraient les différents parcours des acteurs révélés par la recherche? Le contexte comme produit spécifique de la narration historique ne contribue pas seulement à la mise en forme du passé. Plus qu'une toile de fond, il permet d'établir des connexions et des interactions entre les différentes variables que j'aurais exhumées et de donner un sens au passé amazonien. Enfin, il ne saurait être question d'envisager une aussi vaste région sans passer par l'analyse de la géographie et de la cartographie amazonienne. Il ne s'agit pas seulement d'identifier les zones et les territoires des chefferies indigènes à partir des cartes élaborées tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle, mais également de suivre l'évolution des représentations européennes de cette partie du monde en m'interrogeant sur les motifs qui privilégient telle forme de tracé ou tel type d'information. Pour conclure, je dirais que tout au long de mon travail, les rapports qui se sont établis dans la région entre groupes indigènes et groupes européens sont apparus extrêmement instables. À cela, plusieurs raisons, et principalement un état de guerre endémique. La société coloniale amazonienne s'est constituée dans le cadre d'un processus d'intense militarisation. Je veux dire par là qu'aux pratiques de guerre traditionnelles propres aux groupes indigènes se sont ajoutés les effets de la conquista menée par les Portugais à partir du XVIIe siècle. C'est pourquoi au lieu d'interrompre le cours des guerres qui opposaient depuis des siècles les populations indigènes entre elles, l'irruption européenne, je pense à la fois aux Portugais et aux Hollandais, n'a fait que l'intensifier en lui donnant des impulsions et des dimensions nouvelles. Il est aussi évident que la consolidation de cet état de guerre et de ces processus de militarisation s'est opérée au profit des activités commerciales développées par les Européens, qu'il s'agisse de la traite des esclaves indigènes, puis africains, comme de l'exploitation des groupes de drogue du sertão et des bois de la forêt. Tout prend sa source dans la guerre. C'est l'axe de cette recherche et la conclusion à laquelle elle me conduit.
Ces processus de militarisation au bassin de l'Amazone a forgé des nouvelles relations sociales. Il n'a cessé de définir et de redéfinir les rapports de coopération entre colons, soldats, missionnaires, chefferies indigènes, tout en déclenchant dans ces sans conflits qui traversent tous les groupes en présence autant qui les transforment. Partout, l'appât du gain surgit au cœur de ces dynamiques, qu'il s'agisse non seulement des commerçants, mais aussi des missionnaires, tels les carmes. Je l'ai montré, qui l'engagement à fond dans le commerce des esclaves s'est engagé de la part de ces religieux-là. Du côté portugais, la course à la richesse associée à la possibilité d'ascension sociale explique que ce sont des critères économiques qui dictent le sens de cette histoire. Tout devient marchandise. Et même le salut qu'offrent les ordres religieux peut prendre la forme d'une marchandise que l'on échange contre des esclaves indigènes. La deuxième piste que j'ai ouverte concerne ce que l'on pourrait définir comme le processus de caboclisation dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. J'ai choisi de parler de caboclisation et d'introduire ce terme que je tire du mot caboclo, qui désigne le métis d'Européens, d'Indiens et de Noirs africains. J'entends par processus de caboclisation un ensemble de transformations historiques qui prennent toutes leurs dimensions entre 1650 et 1750 dans le bassin de l'Amazone. À partir du milieu du XVIIe siècle, l'urbanisation déclenchée par les entreprises missionnaires s'est traduite par la multiplication des aldeias d'Indiens. C'est à mes yeux un des éléments fondamentaux puisqu'il consiste à faire vivre ensemble plusieurs sociétés indigènes dans un cadre imposé et pensé par des Européens. L'imposition d'une langue générale, le tupi fabriqué par les missionnaires jésuites, représente une autre transformation historique décisive dans ces cadres-là. La résistance et les blocages qui accompagnent la caboclisation font eux-mêmes partie du processus. Ainsi, on aurait tort de croire que les missions catholiques n'ont pas rencontré d'obstacles. Les institutions traditionnelles indigènes se sont adaptées au nouvel état des choses sans disparaître pour autant. Des initiatives ont dû être abandonnées ou repensées. Dans plusieurs missions, les groupes réunis par les jésuites ont vite commencé à s'entretuer, ce qui a contraint la Compagnie de Jésus à redistribuer et à séparer ces populations et des aldeias de Índios. Certaines zones géographiques entières, comme la vallée du Rio Negro, n'ont jusqu'à présent pas été entièrement occupées par les missions catholiques ou par des agents de l'État colonial portugais. C'est aujourd'hui peut-être la zone indigène la plus démographiquement la plus importante au Brésil, justement, où se sont cantonnés les Indiens. Ajustements et adaptations se sont multipliés de part et d'autre. C'est pourquoi, également, face à la messe catholique, les rites caboclos de la pagelança se sont maintenus sous une forme ou une autre dans tout l'espace amazonien jusqu'aujourd'hui. Enfin, en Amazonie portugaise, ces processus de caboclisation ne se concluent pas avec l'arrivée aux affaires du marquis de Pombal en 1750, ni même avec l'expulsion des Jésuites en 1759. Ils ne s'arrêtent pas non plus aux frontières de l'Empire portugais. Que ce soit dans la région de Minas, en Nouvelle-Grenade, ou dans celle de l'Orénoque,
les jésuites de l'Empire espagnol doivent défendre leur mission et les Indiens qui s'y trouvent contre les incursions renouvelées des soldats et des trafiquants d'esclaves portugais. Réagir aux incursions et aux continuelles avancées portugaises, c'est aussi s'exposer au processus de caboclisation, justement. Enfin, je terminerai sur une constatation. Est-il besoin de souligner que pour comprendre ces processus dans toutes ces manifestations spatiales et temporelles, il faudra étendre mon enquête au XIXe siècle et à la Panamazonie, c'est-à-dire à l'Amazonie transnationale? C'est ce que j'envisage pour la suite. Merci de votre écoute. Merci, Décio. Est-ce qu'on m'écoute? Oui? Oui, oui. Alors, merci beaucoup de cet exposé clair et très bien organisé. Enfin, je pense que tu as donné une bonne idée de l'ouvrage. Et alors, on peut passer aux questions, j'imagine, pour discuter ce sujet qui est tellement intéressant et chaque fois que je t'écoute, je me surprends avec l'actualité de la question et comment ces enjeux sont toujours là. Et l'Amazonie, je pense que dans ta thèse, un des points qui m'a plu le plus, c'est justement se rendre compte que c'est une région toujours parcourue par des différents couronnes, disons, et pas toujours des couronnes. Dans le cas des Pays-Bas, ce n'est pas à proprement parler une couronne, mais des différents États, des différents pays européens, pas encore des nations au sens moderne, mais qui sont là depuis le départ. Alors, au XVIe siècle, il a la présence permanente des Espagnols et à côté les Portugais, mais aussi les Hollandais, d'où justement l'importance de la publication de ce volume que tu nous as offert récemment, avec des documents hollandais. Alors, cette présence hollandaise en Amazonie et la présence britannique. Je pense que ça, c'est un aspect qu'on peut discuter et t'entendre un peu plus. Et ensuite, c'est la question de la guerre, parce que quand on a affaire à l'Empire espagnol, à l'histoire de l'Empire espagnol, il a un binôme qu'on insiste toujours avec les étudiants, c'est foi et commerce. Alors, c'est un binôme qu'on trouve en Orient, qu'on trouve en Afrique. Alors, l'action des missionnaires jésuites, par exemple, elle a été beaucoup plus transparente sur la côte occidentale de l'Afrique par rapport à ce binôme foi et commerce qu'elle ne l'a été souvent au Brésil. Mais donc, ici, tu introduis cet élément, la guerre, qui est, d'un côté, c'est une activité traditionnelle des groupes indigènes, comme l'a été aussi des groupes africains dans le continent africain. Alors, cette permanence, cette guerre endémique, comme tu nous dis, qui s'associe au commerce. Alors, ce qui est très frappant, à mon avis, c'est de voir les activités de commerce qui s'entremêlent tout le temps avec les activités guerrières. Et ça, encore une fois, c'est une mémoire de douleur que nous écrase et qui tombe sur nous face à ce qui se passe aujourd'hui. Et un autre aspect très intéressant, c'est l'affrontement entre les différents groupes missionnaires, je pense, qui ont été présents aussi depuis très tôt, je ne dis pas depuis le départ, mais depuis très tôt. On trouve des différents groupes missionnaires. Et un autre aspect que je pense qu'il vaut la peine de discuter et
de souligner, c'est la question de l'urbanisation, parce que c'est un sujet très récent par rapport à, enfin récent, pour moi c'est récent parce que j'ai déjà une longue route, mais enfin je me souviens que les recherches archéologiques, elles sont devenues plus connues du grand public et des non-spécialistes, comme c'est mon cas, à la fin des années 90, à la moitié des années 90, qu'on s'est rendu compte par la voie de ces différentes missions de recherche internationales que travaillent à présent en Amazonie, on s'est rendu compte de ce passé de ville, disons, que souvent qu'on avait oublié ou qu'on avait omis et qui se fait de plus en plus présent dans l'histoire de l'Amazonie. Donc, ce n'est pas une forêt habitée par des animaux sauvages et féroces et par des Indiens qui n'ont aucun contact avec les Blancs, mais tout à fait le contraire. C'est une région qui a été toujours parcourue et habitée par des groupes et souvent avec des centres urbains, entre guillemets. Enfin, je pense que ça vaut la peine de se détenir un peu là-dessus. Donc, je commence en posant ces questions, ces fils rouges, en réunissant ces fils rouges que tu nous as présentés, mais je passe la parole aux collègues et aux étudiants pour qu'ils continuent. Je pense que tu peux encore entendre d'autres questions pour commencer le débat. Alors, d'autres, je ne vois pas ici sur le chat s'il y en a d'autres questions. Alors, Laure, oui. juste enfin, deux questions, une à toi et une à Dess. Parce que je crois que tu as posé beaucoup de questions et beaucoup de pistes pour relancer en fait la présentation très claire, très riche de Dess et qui donne une dimension impressionnante du travail que Dess a effectué en prenant en compte vraiment toutes les sources possibles et tous les acteurs possibles de cette histoire. Donc, je ne sais pas s'il ne faudrait pas laisser Dacio réagir un peu sur au moins un ou deux de ces points. Ça, c'est la question que je t'adresse, Laure. Je te laisse mettre des débats. Et je voulais juste ajouter une petite question à une de tes pistes sur la guerre. Dess a bien montré que finalement la guerre le processus de guerre se démultipliait avec l'arrivée des colonisateurs, mais en même temps qui changeait de nature finalement. Les guerres entre Amérindiens étaient endémiques, mais n'avaient, me semble-t-il, en tout cas, pas de visée de conquête. On ne faisait pas la guerre pour conquérir du territoire ou prendre tel ou tel parti bien, etc. La logique, bon, j'en suis resté à Florestan Fernandez, mais c'est que la guerre était un élément à considérer comme structurant, pas destructeur finalement, hein, structurant de la vie sociale. Donc bon, nous, quand on parle de guerre, on voit ça comme terrible et on lui préfère la paix. Mais bon, voilà. Donc ma question, c'était ça. C'était, est-ce qu'il y a peut-être pas à insister sur le changement de nature et du coup, la continuité des mots est un peu trompeuse sur la du phénomène. Mais bon, là,
D'autres questions? Si pour le moment on n'a pas encore d'autres questions, je te passe la parole, Décio. Merci Laura, merci Michel. Écoutez, là, je commence par les points qui a souligné Laura sur ma présentation. Effectivement, Laura, il y a une chose, il y a un fil conducteur de ce travail, de ma présentation aujourd'hui, qui passe justement par ces points-là, par ces points que vous avez exactement soulignés. D'abord, la question de la présence hollandaise et anglaise. Je rattache cette présence hollandaise et anglaise, mais aussi portugaise, aussi d'autres groupes d'Européens. Parce qu'il y en a dans le travail, les Hollandais, les Hollandais d'abord, à la fin du XVIe siècle, puis il y a aussi les Espagnols dès la moitié du XVIe siècle, et les derniers arrivants sont justement les Portugais et les Français. Les Français sont arrivés à la fin aussi, sont arrivés au XVIIe siècle en Amazonie. Donc, tous ces groupes d'Européens qui prennent contact avec les Indiens, plusieurs groupes indigènes, parce que là, le gros problème toujours de l'histoire du Brésil, c'est qu'il faut toujours définir les spécificités de chaque ethnie et le rapport de ces groupes particuliers d'Européens avec des groupes particuliers de groupes indigènes, de sociétés indigènes ethniquement constituées. Donc, c'était ça le gros défi. Et tu me donnes l'opportunité de parler de ma conception de l'histoire même, de cette histoire de l'Amazonie. Toujours, j'ai pensé que la chose plus importante, c'était de montrer la complexité de tous ces rapports. Et pour montrer la complexité de tous ces rapports, il fallait à tout prix démultiplier les acteurs pour montrer tous les variables possibles. Michel, il a bien souligné la question de mon effort pour aller en tous les sens possibles dans ma recherche. Justement parce que c'est comme ça que je vois l'histoire de l'Amazonie, l'histoire du Brésil, l'histoire tout court. C'est une affaire complexe, toujours. Montrer la complexité de tous ces rapports, c'est un des buts importants du travail, je pense que pas seulement de mon travail, mais du but de n'importe quel historien, je pense. Et pour faire cela, pour sortir de la généralité, des concepts de mots trop généraux, de définitions trop générales, presque abstraites, presque philosophiques sur l'Amazonie, il fallait montrer la spécificité de tous ces rapports. Donc, une chose qui m'a montré bien la présence de tous ces groupes d'Européens différents, et qui sont différents parce qu'ils sont pas seulement parce qu'ils parlent des langues différentes, mais parce qu'ils pratiquent aussi des religions différentes déjà. À la fin du XVIe siècle, les Anglais et les Hollandais sont des protestants, sont des ennemis justement, des ennemis farouches des catholiques espagnols et portugais qui sont là, et en partie des Français toujours ambigus. Et parce qu'il y a cette ambiguïté, quand les Français arrivent en Amazonie, on est sous le règne de Louis XIII. On est justement sous le règne de Louis XIII. Marie de Médicis est celle qui va planter la ville de São Luís do Maranhão. Et il y a une église française gallicaine qui a un profil très particulier en Europe déjà, et qui, on voit bien, dans ces rapports qui les lient avec d'autres groupes d'Européens qui sont des protestants. Donc, il y a aussi l'ambiguïté par rapport aux Indiens, aux plusieurs types d'Indiens avec qui ils prennent contact. Et enfin, je voulais justement montrer la complexité de tout ça. Et l'idée qui était derrière tout ça, c'était l'idée de mondialisation. Parce que depuis tôt, on ne voit pas, on ne parle pas en Amazonie de la présence de ces phénomènes qui est déjà complètement repérable et identifiable
dans la complexité de tous ces rapports. Je dirais même, en faisant un peu de blague, que l'Amazone était une espèce de métro à Paris à midi ou à 6 heures, à 7 heures du matin. Il y avait des gens qui parlaient toutes les langues, et là, des Indiens, ce n'est pas une blague, au moins 200, 300 langues différentes. Les Français, les Hollandais, les Anglais qui parlaient pas seulement des langues nationales, mais aussi des dialectes à l'intérieur de leur langue nationale. Donc, il y avait des gens qui parlaient toutes les langues qu'on peut imaginer et toutes les variables à l'intérieur de ces langues, déjà à la fin du XVIe siècle. C'était comme le métro à Paris à midi ou à 6 heures du matin à l'heure du rush. Donc, c'est ça l'Amazonie que je vois et que je trouve dans les sources immédiatement et donc dont je voudrais justement montrer la complexité, montrer la énorme complexité déjà du XVIe siècle et dont l'historiographie ne parlait jamais, ne parle pas, parce qu'il parle toujours par rapport à des personnages, des acteurs en bloc. Et pour sortir, pour un peu démonter cette idée de groupe en bloc, j'ai démultiplié les microbiographies de tous ces personnages en arrivant à faire des travaux prosopographiques aussi bien des Indiens, des chefs indigènes, que des Français, des Anglais, etc. Donc, il y a une démultiplication énorme, pas seulement de groupes, des personnages avec de langues nationales différentes, mais aussi des rapports différents qui changent au fur et à mesure que le temps passe. Et ça, c'était un défi, un énorme défi, que j'ai passé énormément de temps justement à coller les morceaux. Parce que pour beaucoup de ces choses-là, il n'y avait pas une historiographie sur laquelle je pouvais me baser avant. Il a fallu construire tout ça du zéro. Et ça, c'était un autre grand défi du travail et qui m'a pris énormément de temps. Ça, c'est une première chose par rapport à la question de la présence hollandaise et anglaise. Et aussi, et même pour ce travail pour souligner la présence des Hollandais, des Anglais, il a fallu exhumer des sources qui n'avaient jamais été connues dans l'historiographie brésilienne, par exemple, dans laquelle j'étais formé au Brésil. Et il a fallu apprendre des langues. Par exemple, il a fallu apprendre l'hollandais pour traduire les documents hollandais, pour savoir un peu plus de ces Hollandais qui étaient là à la fin du XVIe siècle, début du XVIIIe siècle. Et pas seulement le français qui n'est pas non plus ma langue maternelle. Donc, il a fallu faire un effort considérable pour essayer de créer de points de repère pour construire toute cette complexité, pour montrer cette complexité. Et à mon avis, je pense que s'il y a quelques mérites, ce travail que je viens de publier, c'est un peu ça. C'était l'effort d'essayer de montrer la complexité de tous ces rapports. Si j'ai réussi à faire ça, je suis content. Parce que c'est ça, pour moi, c'était ça le but. Alors, évidemment, à l'intérieur de toute la variété de toutes ces relations, il y a le problème de la guerre dont Michel a souligné l'importance. Et je te donne tout à fait raison, Michel, parce que, évidemment, certainement, ça change de nature. La nature qu'on voit de la guerre coloniale, elle est autre que celle qu'on trouve dans les informations archéologiques, par exemple. Et ça, c'était un autre effort important que j'essayais de faire pour ce travail. C'est à partir de ma formation d'historien, vers le mais on se trouve aujourd'hui pour l'histoire, la préhistoire de l'Amazonie en particulier, on a énormément d'informations. Aujourd'hui, on peut parler d'une archéologie amazonienne.
c'est différent. À quelques 30 ans auparavant, même 20 ans auparavant, ce n'était pas possible de parler de ça. Aujourd'hui, il y a une accumulation gigantesque, vraiment énorme, de travaux et de recherches, des fouilles archéologiques faites en Amazonie, partout. Et je ne parle pas seulement de l'Amazonie brésilienne, qui sont très importantes pour le travail d'historien. Et c'est ça que j'ai essayé de faire au début de ces livres, c'était de réunir, de synthétiser un peu les informations concernant les groupes indigènes, certains groupes indigènes, et leurs pratiques de guerre, par exemple, ou leurs pratiques de commerce, pour pouvoir comprendre après quel a été le changement opéré par la présence des Européens à partir de la fin du XVIe siècle. Donc, il y a eu aussi un effort de dialogue de l'historien, du travail de l'historien avec le travail des archéologues. Ça, c'était fondamental. Et ça construit un peu le travail du début du livre. Évidemment, pour parler des Indiens, je ne pouvais pas m'empêcher d'arriver, de rentrer dans l'univers, la mentalité des Indiens. Et pour cela, il fallait rentrer dans le monde des anthropologues aussi, et pas seulement des archéologues. Pour faire de l'histoire indigène au Brésil, il faut obligatoirement passer par ces groupes de spécialistes qui sont les anthropologues, qui sont ceux au Brésil et ailleurs, en Amérique latine et partout, qui ont une accumulation énorme de données et de réflexions sur les groupes locaux, les groupes indigènes, et en particulier en Amazonie, qui est une province paradisiaque. On a déjà dit que c'est le paradis des anthropologues. Et ça, c'est vrai. Et il a fallu accumuler aussi une série d'informations ethnographiques, pas seulement ethnologiques, mais aussi ethnographiques, sur plusieurs groupes dans les zones que j'ai essayé d'analyser, en particulier le Rio Negro, qui est un des plus grands affluents de l'Amazone, mais aussi d'autres côtés de la zone amazonienne qui vont vers le littoral, comme le Cabo do Norte, l'actuel état de l'Amapá, la zone de delta de l'Amazone, où se trouve Belém, qui est un point une base importante à partir de laquelle les Portugais se sont mis à coloniser, à s'établir en Amazonie, et la zone du Maranhão, qui est aussi une zone importante, qui est une zone de transition entre l'Amazonie, la zone tropicale équatoriale du Brésil et la zone du nord-est aride, et où il y a une présence portugaise plus ancienne. Et il a fallu aussi étudier un peu cette zone intermédiaire. Donc, c'est pour ça que je découvre au moins 4 zones importantes dans ce qu'on appelle l'Amazonie, la Panamazonie. Et puis, à l'époque, la question, la période, la chronologie de ma recherche m'a obligé à aller vers le côté espagnol, parce que cette zone, comme vous savez, d'après les traités de Tordesillas, qui va périmer seulement à la moitié du XVIIIe siècle, à partir de 1750, où il va y avoir le traité de Madrid. La zone amazonienne de colonisation portugaise, elle appartient de droit international aux Espagnols, à la couronne espagnole. Et Belém, la ville de Belém, dans le delta de l'Amazone, où se sont établis les Portugais, elle est liée entièrement de façon administrative à Quito, à l'Équateur, à la ville de Quito, à la audiencia de Quito. Donc, il a fallu aussi, à un certain moment de mon travail, que j'y aille aussi vers Quito, pour comprendre qu'est-ce que c'est cette région espagnole qui gouverne la zone qui est, dont tous ces rapports que je suis en train d'analyser, d'essayer de comprendre, comprendre la complexité, se passent. Donc, c'est ça qui m'a fait la chronologie m'a obligé à aller vers aussi les Espagnols et cette zone de ce qu'on appelle la monarchie catholique. Et donc, le monde espagnol, le monde anglais, tout ça
rentre dans un axe, à mon avis, dans certains axes dont, au bout de la recherche, j'ai finalement essayé de comprendre les processus plus, disons, structurants, comme disait Michel tout à l'heure, qui était la militarisation, et où j'ai trouvé aussi un élément très fort, très important, qui était celui, à mon avis, qui est présent jusqu'aujourd'hui, et qui est le problème de la caboclisation. Ça veut dire le métissage. Le métissage est un élément très important que se forme à ces moments-là et que se forme à partir de processus de catéchisation, de processus de militarisation. Tout ça entraîne des rapports complexes qui produit une société métisse. Une société métisse, évidemment, que ne se produit pas, évidemment, d'une façon harmonieuse, comme on pourrait imaginer, comme pourrait imaginer Gilberto Freire, par exemple, mais de façon très conflictueuse et très violente, souvent. C'est un métissage souvent imposé. Et dans le cadre amazonien, les missions religieuses, surtout des jésuites, vont mettre ensemble des groupes indigènes que, en dehors des missions religieuses, s'entretuent et qui vont continuer à s'entretuer souvent dans les aldeias d'Indios, à tel point que les jésuites sont obligés de créer d'autres aldeias différentes. Et c'est ça qu'on voit aussi dans les sources. Ça veut dire qu'il y a des processus souvent, au long d'un siècle ou plus de la présence jésuite en Amazonie, de processus comme on appelle ces processus biologiques de bipartition, de tripartition, à partir d'une cellule originelle, à cause justement de la violence qui est très forte dans les aldeias, où les Indiens sont de différentes ethnies, souvent ennemis, sont mis ensemble par les missionnaires. De l'autre côté, il y a une chose importante aussi, c'est pas seulement le conflit souvent belliqueux entre les Indiens, déjà à l'époque coloniale, mais aussi entre les missionnaires et les religieux eux-mêmes. Ça, c'est fabuleux, c'est impressionnant. On savait déjà qu'il y avait des disputes, il y a toujours on connaît l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église est faite, comme on dit, c'est un jardin avec plusieurs fleurs différentes. Mais en Amazonie en particulier, les fleurs sont des fleurs cannibales. Et souvent, des carmes qui sont extrêmement commerçants, qui sont extrêmement opportunistes, s'enrichissent aux dépens de leur travail missionnaire. Et ça, c'est une chose que j'ai essayé de souligner et qui va produire aussi un processus qui, plus tard, au XIXe siècle, d'autres historiens, d'autres chercheurs vont appeler un type d'exploitation particulier qui s'appelle le aviamento. Ça veut dire, le aviamento, c'est une exploitation très importante qui sera courante à l'époque du caoutchouc au XIXe siècle, mais qui n'apparaît pas au XIXe siècle. Elle est déjà mise en place à l'époque coloniale par les ordres missionnaires elles-mêmes. Et c'est ça que j'ai découvert en étudiant les sources et les accusations qui se jettent et qui se font entre eux, dans les sources mêmes. C'est ça une chose intéressante. Et il y a un cadre important dont on ne parle jamais quand on parle en Amazonie, parce il y a une projection mondiale, même touristique de l'Amazonie, une projection de l'Amazonie comme la grande forêt, comme l'espace inhumain par excellence, l'espace souvent paradisiaque, le paradis perdu. Et on ne parle pas que la majorité aujourd'hui de la population brésilienne amazonienne se trouve justement dans les villes. 70% de la population amazonienne se trouve aujourd'hui dans les villes, pas dans la forêt. Et
je me demandais, mais quelle est l'origine de tout ça? D'où vient ça? D'où vient cette présence urbaine amazonienne? Il a fallu penser aussi un autre problème historiographique, cette fois-ci, avec une influence portugaise, de l'historiographie portugaise très forte, qui est la période pombaline. On parle beaucoup des transformations opérées par le marquis de Pombal au Brésil et en Amazonie. Or, et même pour la création de ces processus d'urbanisation. Ce que j'ai découvert, c'est que ces processus d'urbanisation, ils commencent bien avant justement avec les ordres religieux. Et on sépare souvent les aldeias de indios de la catégorisation, de la classification de centres urbains qu'on va attribuer aux centres urbains dans l'historiographie à l'époque pombaline, qui va être produit, qui va être créé à l'époque pombaline. Et on ne parle jamais des aldeias de indios comme des centres urbains. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup intrigué. Et qui, justement, j'ai pensé pourquoi l'historiographie parle de l'apparition d'une vie urbaine seulement à partir de Pombal et pas avant. Donc ça, c'est une autre chose qui m'a beaucoup intrigué et que j'ai découvert qui est dans les sources mêmes, qui est toute une autre chose. Ça veut dire que dès l'arrivée des Européens, en particulier des missionnaires, il y a cette présence urbaine par les structures même des aldeias de indios. Parce que dans les aldeias, on va trouver tout ce qui est nécessaire pour une ville. On va trouver le marché, on va trouver le cimetière, on va trouver l'hôpital, on va trouver les petits ports pour la circulation des produits, des produits locaux. On va trouver le commerce entre les aldeias de indios, évidemment permis seulement par la couronne portugaise en particulier, seulement entre les missionnaires. Les colons portugais n'ont pas le droit de rentrer dans les aldeias, mais les jésuites, les carmes, vont beaucoup s'enrichir des produits de la forêt et des produits qui sont fabriqués, des marchandises qui sont fabriquées dans les aldeias de indios, les envoyant en Europe. Et ils ont même des bateaux, des bateaux propres. Les jésuites ont leur propre bateau, les carmes ont leur propre bateau, on a tout ça. Donc, les aldeias de indios, ils produisent énormément, sont des centres de production énormes. Et pas seulement de production, mais aussi de collecte des produits de la forêt qui sont envoyés en Europe. Donc, ce sont des centres urbains, à mon avis, à titre qui ne rentrent pas dans les catégories des urbanistes, disons, des architectes urbanistes d'aujourd'hui. Parce que souvent, il y a ça aussi dans le problème de l'historiographie pombaline et de l'historiographie urbaine du XVIIIe siècle, c'est que le processus d'urbanisation, il est pensé à partir d'un modèle qui est un modèle de la tracée, du tracé de la traça, les rues accordées, les rues entièrement droites, avec tous les éléments des villes, etc. Il y a un autre type, à mon avis, il y a plusieurs types de villes. Et on peut imaginer que les jésuites ont produit leur propre type de ville. Et c'est ça, à mon avis, c'est l'invention de l'urbanisation en Amazonie. Elle n'est pas pombaline, justement, elle vient des ordres religieux, en particulier des jésuites et des carmes. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la fois à Laura et à Michel d'un seul coup, si j'ai trop parlé. Non, je pense que tu as très bien répondu. En t'écoutant, j'ai toujours beaucoup d'idées parce que c'est tellement riche comme Michel l'a dit. Tu as posé une question. Est-ce que tu dois arriver jusqu'à la Pan-Amazonie, jusqu'à l'Amazonie du 19e siècle? Je pense que oui. Je pense que oui, à cause pas seulement de tes connaissances historiques, comme de ton activité, de ta militance en tant qu'habitant de la région. Je pense que
que tu es extrêmement concerné avec les enjeux contemporains de cette région, avec, enfin, qui est assez compliqué. Et tu viens de nous donner de faire une leçon en nous disant, en nous démontrant que ça a toujours été très compliqué. Et en t'écoutant aussi, quand tu as parlé de Panamazonie, quand tu as parlé de ce métro des 6 heures du matin, qui est très drôle, hein, je me demandais, et je te demande, si on ne pourrait pas penser à l'Amazonie comme une Méditerranée. Alors, parce que Stuart Schwartz a écrit un livre qui me plaît énormément, c'est pas son dernier, c'est son avant-dernier livre sur les ouragans, s'appelle La mer des tempêtes, Sea of Storms. C'est un livre absolument remarquable et il développe une idée qui, je pense que c'est de Pierre Chaunu, hein, je ne suis pas sûre, mais qui n'est pas lui de toute façon, mais qu'il développe très bien, celle que la Caraïbes sont à sa façon une Méditerranée. Alors, je pense qu'on peut penser à l'Amazonie aussi comme une Méditerranée parce qu'il y a tellement de cultures, tellement de groupes, les dimensions sont gigantesques. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette... enfin, c'est assez... peut-être c'est trop de le dire, mais enfin, livre pensar é só pensar, comme disait Nilor Fernandes. Alors, merci infiniment, Laura. Je pense que tu as raison. Et je ne l'ai pas dit, je te remercie de l'opportunité de le dire clairement. L'Amazonie, d'après ce que je vois, que je perçois à partir de cette recherche qui m'a pris quelques années, elle ne se rattache pas à l'Atlantique Sud, comme on pourrait imaginer pour les travaux de Alencastre, par exemple. Tout à fait. Ça, c'est déjà une chose qui a un rapport avec ce que tu dis. Et Raphaël aussi, Raphaël Chamboleron, qui est aujourd'hui là, je pense qu'il a aussi souvent mis en évidence ce fait. Oui, on va tous ensemble ici. Raphaël est là, on est ensemble dans cette question. Du point de vue de l'analyse géopolitique, c'est clair pour nous ici. L'Amazonie n'appartient pas, elle n'est pas rattachée au monde de Rio. D'abord, depuis l'époque coloniale, les Portugais l'ont vu clair. L'Amazonie, Belém, les Guyanes ne sont pas non plus rattachées à l'Atlantique Sud. Notre histoire, l'histoire amazonienne, elle est rattachée aux Caraïbes, au monde caribéen et à l'Atlantique Nord plutôt. On a 2 axes importants à mon avis. Parce que nous, on a à Belém, je suis à Belém pour ceux qui ne savent pas, je suis en ce moment en Amazonie. Et là, on est rattaché ici directement à Lisbonne pendant 400 ans. Et puis, après, pendant toute la période de cette période de travail, on voit bien que les rapports des Portugais, des Espagnols, des Français, etc., elles se rattachent aux Caraïbes. Et là, tu as raison dans ce sens qu'on pourrait imaginer une Méditerranée caraïbéenne. Là, oui. Et tu as tout à fait raison. Et on a toujours pensé, je pense que si Raphaël est là, il peut me rejoindre à cette discussion. Et moi, j'ai toujours pensé que c'est ça le point dont on doit regarder et construire même une explication historique. S'il y a un processus que nous rattache à une zone géopolitique, c'est justement celle-là. Et c'est clair, c'est évident. Si on va en Guyane, si on va en Guyane française, on va en Guyane anglaise, Suriname, Venezuela, tout ça, tous ces pays-là, ils ont des Amazonies. Et Belém et l'Amazonie brésilienne aussi. Donc, on est entièrement rattaché par vocation géopolitique. Et je dirais même que l'histoire nous a poussés vers cette région. On est poussé vers les Caraïbes et l'Atlantique Nord. Donc, pour moi, c'est clair et tu as tout à fait raison. Alors, évidemment, cette histoire, c'est à faire encore.
Un exemple, je vous donne un exemple. À l'époque, au 19e siècle, quand il y a eu la guerre des sécessions, la guerre des sécessions aux États-Unis, j'ai raconté ça à l'Encasto déjà une fois. Le sud des États-Unis a manqué de coton, énormément. Pourquoi? Il y avait la guerre, il y avait pas de, les esclaves étaient fouillés vers le nord, il y avait la guerre, les plantations étaient entièrement démobilisées pour faire la guerre du sud contre le nord. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les seigneurs d'esclaves, les seigneurs de plantations au sud des États-Unis? Ils se sont mis en accord avec les planteurs de coton de Maragnon pour obtenir du coton du Maragnon. Tu vois? C'était un lien évident pour les seigneurs du sud des États-Unis. C'était un lien totalement évident. Et ça, c'est fait. Donc, les vendeurs de coton du Maragnon ont vendu leur coton au 19e siècle aux seigneurs d'esclaves du sud des États-Unis. Tu vois? Donc, évidemment, c'est l'histoire qui nous a poussés vers cette direction-là. Et on va dans cette... Et toutes les évidences historiques nous poussent vers cette région. Alors, la chose plus complexe, pour toujours faire complexe, penser de façon complexe, c'est que l'Amazonie a gardé un lien très fort avec le reste du Brésil, en dépit de tout ces rattaches géopolitiques aux Caraïbes, au monde géopolitique caribéen et à l'Atlantique Nord. C'est ça la chose intéressante. Les élites amazoniennes du 19e siècle ont choisi l'option peut-être obligée. Hein, ça, c'est à penser aussi avec les gens qui étudient le 19e siècle. Obligés, ont choisi l'Empire du Brésil. On choisit Rio de Janeiro. Et donc, ça, c'est une autre chose intéressante aussi à penser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que l'Amazonie brésilienne soit, pendant tout le 19e siècle, cet immense 60% du territoire brésilien, 60% du territoire brésilien soit encore rattaché, surtout avec les guerres de séparatistes du 19e siècle, soit rattaché encore à l'Empire, à Rio de Janeiro. Ça, c'est une autre chose intéressante à étudier. C'est-à-dire, c'est entre deux, l'Amazonie qui va vers les Caraïbes et l'Atlantique Nord, mais au même temps se rattache au reste du Brésil. Tu vois, c'est une chose très intéressante, à mon avis, qui rend très complexe l'explication historique. Tout à fait, oui. Ah non, je suis contente que ça va te porter à des nouvelles recherches, je pense, à élargir ce que tu as déjà fait. Bon, je ne sais pas est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions ici. D'autres questions? Si Décio n'est pas trop fatigué. Je suis très content d'être là avec vous. Oui, nous sommes contents aussi. Tu as bien du mérite, Dash, parce que en fait, tu as fait un travail considérable et là, elle en veut plus. Elle en veut encore plus. Eh oui, il faut faire davantage. Hein. C'était le... Oui. J'ai une question, si on a le temps. Oui, vas-y. Décio, félicitations pour le livre que j'ai hâte de lire. Je crois que c'est vraiment une recherche immense, très, très approfondie. Et je suis d'accord avec toi que l'urbanisation de l'Amazonie n'est pas seulement celle de la période de Pombal, hein, celle qui a été effectivement privilégiée dans les travaux de plusieurs historiens de l'architecture, d'urbanisme. Mais je pense qu'il y a eu aussi d'autres questions mises en avant. Et je me demande si justement cette question du commerce dans la ville, cette idée de commerce franco, est quelque chose qui est mise en avant en tout cas dans les sources que je connais mieux de Minas Gerais, donc dans les pétitions pour création de povoações, etc. Il y a souvent des conflits entre les propriétaires de la terre, des gens qui veulent s'établir en tant que commerçants. Et j'ai vu au moins 2 ou 3 cas
Oui, ils mettent en avant cette idée que dans les povoações portugaises, on a le droit au commerce franc et que c'est presque inhérent à l'idée de ville, hein, des cités. Et donc, je connais très peu cette question des commerces entre les aldeias, hein, et je voulais savoir, là tu as parlé des marchés, des ports, donc ça m'intéresse beaucoup, de savoir dans quelle mesure ces Indiens, ces Amérindiens, ces aldeados avaient une possibilité d'avoir une certaine autonomie sur ces commerces, ces activités commerciales. Est-ce que c'était à chaque fois décidé par les prêtres ou est-ce que eux, en tant que certains, enfin, ils pouvaient disposer aussi d'une certaine liberté de commerce entre ces aldeias? Comment c'était organisé? Je sais que c'est une question énorme, mais je sais que je vais te lire avec beaucoup d'attention, mais juste si tu pouvais dire un ou deux mots sur cette question du commerce dans la définition des villes, parce que je pense que du point de vue architectural, on peut considérer que c'est une forme d'urbanisation. Il y a une densité de l'habitat, il y a le marché, comme tu dis, mais même ces marchés, je ne sais pas grand-chose de comment ça fonctionnait, le marché dans les aldeias. Est-ce que tu pourrais nous parler très rapidement un petit peu sur ça? Merci, Claudia. Merci, Claudia. Je suis très content que tu sois là aussi parce que ton travail sur le Minas Gerais, ça m'a provoqué aussi beaucoup de réflexions, mais pour penser par contraste, justement. Tu sais bien, tu sais mieux que moi, que Minas Gerais se construit un processus d'urbanisation, et tu l'as bien montré, qui ne dépend pas des ordres religieux. Oui. Voilà, ça c'est la première chose importante à retenir à mon avis, très importante, parce qu'évidemment, le règlement des villes à Minas Gerais vont se faire par le pouvoir séculier. En gros, je ne connais pas de ville à Minas Gerais qui a été instituée comme ville ou même créée à partir d'une aldeia des indios d'ordre religieux. Peut-être je me trompe, mais je ne connais pas. Non. Enfin, il n'y a pas. Donc, ça, c'est déjà la première chose importante à penser comme différence entre l'Amazonie et la Minas Gerais. Deuxièmement, pour aller droit sur la question de l'indépendance commerciale des aldeias dans la région amazonienne. Les jésuites en particulier, quand ils ont commencé à créer des aldeias, des résidences, parce qu'il y a plusieurs types d'aldeias, des aldeias de résidences, pas des aldeias de visitas, qui est différent, où ils résidaient. Ils ont aussi commencé à faire un élément qui a conditionné l'encadrement des élites indigènes. Ça veut dire qu'ils ont créé une chose nouvelle qu'on commence à étudier au Brésil partout, qui est ce qu'on appelle le principalato. Le principalato, c'est ils ont commencé à étudier, à créer, à choisir des principales, des indios principales. Les Indiens, et ça, on ne peut pas penser le commerce, cette autonomie commerciale sans l'autonomie politique. Ça veut dire que, d'ailleurs, c'est là tout l'intérêt, à mon avis, de penser de façon complexe. L'aspect commercial en Amazonie ne marche pas tout seul sans qu'on ait au même temps le processus de création des élites indigènes qui ont un rapport privilégié avec les religieux. Et sont ceux-là qui seront choisis par les religieux pour faire toujours la vente des produits. Ce ne sont pas les Indiens, les chefs choisis par les Indiens eux-mêmes. Ce sont toujours les chefs indiqués par les jésuites. Ça, c'est évident. Ça se passe même d'ailleurs dans d'autres zones de colonisation où la présence missionnaire elle a un rôle important, à Mexico, au Pérou,
toujours où il y a des missionnaires que créent des rapports d'évangélisation avec ces élites indigènes, il y a une nouvelle élite que se crée en fonction des intérêts coloniaux. Et là, en Amazonie, ce n'est pas différent. Et donc, cette autonomie des principales dans les aldeias de índios, qui vont faire aussi du commerce, ils sont des Indiens choisis par les missionnaires. Donc, tu vois la différence par rapport à Minas Gerais. Il y a Ah oui, non, processus... mais je n'ai pas de doute que ce soit très différent de Minas Gerais, mais je trouve que en fait, j'aurais dû compléter par cette question vraiment des élites, parce que dans les travaux de Raphaël, dans les textes, un texte qu'il a publié, il a montré justement que les seuls qui ont eu des terres, des sobejos, des sesmarias, etc., c'était justement des principais. Hein, Voilà. Et ces principales, c'est une nouvelle élite, sont plus les Indiens choisis par des raisons traditionnelles, sont les élites choisies par des raisons coloniales. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est la création d'une nouvelle élite. Et ça se passe justement au moment de la création des aldeias de índios, que j'ai tout dit là. Donc, ce sont ceux-là qui vont faire du commerce. D'accord. Parce que ce sont les personnages de confiance, évidemment, de la couronne portugaise. Parce qu'ils sont choisis, ils sont indiqués par les religieux. Donc, tout le mécanisme de contrôle colonial se met en place avec la création de ces principales. Et je rajoute justement que dans ces travaux, dans ces livres, j'ai essayé de faire une prosopographie d'un certain nombre de principales, justement en pensant à divers types, à plusieurs types d'Indiens, de leaders indigènes, qui avaient des rapports différents, mais qui rentraient dans la mouvance de cet univers des religieux, pour renforcer aussi leur pouvoir, leur prestige, souvent, et pour s'enrichir. Donc, il y a cette nouvelle élite qui vient, qui n'est plus l'élite intérieure, qui n'est plus l'élite indigène, qui existait avant l'arrivée des Européens et surtout des missionnaires, et en particulier des jésuites. Parce qu'il y a une différence entre les jésuites, par exemple, et une zone que j'étudie un petit peu plus, qui est le Rio Negro, où se trouvent les Carmes, qui ont un rapport aussi différent avec ces élites que les jésuites. Donc, il y a des différences importantes aussi, à mon avis. Et il y a des engagements différents des élites indigènes nouvelles au Rio Negro avec les Carmes, qui vont les mettre dans l'univers du trafic d'esclaves indigènes. Donc, des nouvelles élites indigènes qui vont trafiquer des Indiens, d'autres Indiens, et au service des Carmes. Donc, c'est un peu différent aussi de la façon dont les jésuites faisaient les choses. Je pense que, je ne veux pas dire par là que les jésuites sont des innocents et qu'ils sont des saints, pas du tout, au contraire. Mais je dirais qu'ils sont plus subtils. Et le modèle jésuite a été bien plus enraciné et est allé bien plus profondément pour créer un mode de vie colonial que les autres ordres religieux, parce que justement par leur rapport intellectuel et par leur vision d'ensemble qui était beaucoup plus large, beaucoup plus importante et profonde que les autres ordres religieux. Donc, ils ont vraiment enraciné la société coloniale beaucoup plus que les autres ordres religieux. S'il y a une évangélisation en Amazonie aujourd'hui, sur tous les points de vue, pour la création des élites, pour la création du processus d'urbanisation, c'est justement, on le doit aux jésuites, pour le bien et pour le pire. Ça, c'est en tous les sens. C'est-à-dire que c'est là que... Et ce n'est pas par hasard qu'ils étaient expulsés par le marquis de Pombal. Ce n'était pas un hasard. Justement, ils avaient une empreinte sur la société amazonienne et coloniale qu'aucun autre religieux pouvait avoir. Ils avaient une possibilité, une vision, une profondeur pour percer cet univers, l'univers indigène aussi,
que les autres religieux n'avaient la moindre possibilité de... C'est comme ça que je pense. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Oui, 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 non, mais je vais te lire avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Merci, Décio. Il y a ici deux questions encore. Est-ce que tu peux répondre? Il y a Lucimara qui dit ce mouvement de transfert culturel en Amazonie, et plus spécifiquement à Belém, est-ce qu'il a apporté l'habitus artistique européen à la société belénaise avant la belle époque amazonienne? Et Iris, que fez, ela fez em português, gostaria que aprofundasse pouco a questão dos urbanismos na linha da Cláudia. Você considera a cartografia de Samuel Fritz documento importante para distinguir as tipologias de aldeias? Bon, ce sont des questions très bien. La première question sur le transfert culturel, c'est très intéressant et plus général. Mais je dirais que oui, de façon très sommaire, parce qu'on n'a pas le temps. Ça, c'est un énorme sujet qui a été très peu étudié. On a une thèse importante qui a été faite par une amie de Belém qui enseigne maintenant à la USP, si je ne me trompe pas, qui a fait une thèse sur je ne sais pas comment on dit en français, ou imaginaire, les statues des saints. Les images. Les saints catholiques. Les statues des saints jésuites en Amazonie, en rapport avec les édifices et tout ça. Elle a étudié un peu l'aspect artistique des travaux des jésuites et elle a bien montré qu'il y a une présence des modèles européens, surtout de l'Europe de l'Est, parce qu'il y a une partie importante des jésuites de l'Europe de l'Est qui sont arrivés à Belém et à São Luís do Maranhão et qui savaient sculpter et qui ont créé des officines de production des images de saints et qui ont aussi sculpté une série comment on dit, des pupitres, là où des pupitres, non, dans les églises. Et ce qu'on a ici dans le collège des jésuites à Belém, et aussi, mais surtout à Belém, même en bois encore, qui est là, collège Santo Alexandre, il a été sculpté à partir de modèles italiens, des modèles européens et même baroques, mais baroque du style Prague, du style pragois et de ces côtés-là, de l'Europe de l'Est. Et il y a ça, évidemment mélangé avec des éléments locaux, avec des fruits locaux. On a par exemple la présence dans les sculptures du collège de Santo Alexandre, on a déjà repéré des fruits du coup poissou. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est, mais c'est un cousin du cacao. Un cousin du cacao avec une autre forme, aussi acide, mais ça n'existe que je sache qu'en Amazonie. Et on le trouve aussi dans les plantes mêlées aux plantes européennes, dans les sculptures des autels dans l'église des jésuites ici, et avec de feuillages et d'autres types de fleurs qui sont des fleurs locales amazoniennes. Donc, il y a des décorations de ces types-là qu'on trouve à l'intérieur des églises. Donc, il y a aussi un transfert. Et les jésuites ont bien travaillé là-dessus. Je pense qu'on a ça, mais pas seulement dans le domaine des arts plastiques. Les mercédaires qui ont vécu à Belém, par exemple, ont apporté beaucoup leurs connaissances et leur travail dans le domaine de la musique. Des chœurs de chorales ont été écrits à Belém, dont on trouve encore les partitions, et même des disques ont été enregistrés sur les partitions écrites par les missionnaires mercédaires, qui est aussi une exception par rapport au reste du Brésil. Les mercédaires n'existent pas dans le reste du Brésil, sauf à São Luís do Maranhão, à cause justement de ces rattachements de Belém à la zone espagnole. Ça, c'est une autre spécificité intéressante.
Et donc, dans le domaine de la musique, on va trouver aussi la musique religieuse alimentée par les mercédaires à Belém. Et il y en a aussi, bon, une ambiguïté énorme pour le domaine de la langue, parce qu'on ne peut pas imaginer, ici, on a trouvé, je pense que Serge Douzinski est là, on a trouvé des exemples de Mexicains qui sont venus à Belém et qui sont restés à Belém. On a exemple des Espagnols basques qui vivaient à Belém et à San Luis do Maranhão, donc des gens avec une culture hispanique qui apportaient leur connaissance des langues dans la zone amazonienne où il y avait une présence portugaise très forte, et la présence de ces mercédaires aussi, qui sont des moines qui viennent de Quito, de l'Équateur, vers Belém, et qui habitent ici. Donc, il y a tout ça qui, dans le domaine de la musique, les arts plastiques, etc., on a une présence européenne de plusieurs types. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Et par rapport à la question de la cartographie du père Fritz, il y a le problème de l'urbanisation. C'est richissime. Le père Fritz, il a fait une des plus grandes cartes justement pour justifier la présence des jésuites espagnols dans la zone portugaise, prise par les Portugais, d'après le père Fritz, volée des Espagnols. Hein. Le père Fritz vient à Belém en partant de Minas, et il vient ici, il vient revendiquer les territoires occupés par les Portugais. Et là, on est à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Il vient revendiquer le territoire occupé par les Portugais comme territoire espagnol, comme territoire du roi d'Espagne. Donc, il fabrique une carte qui a été même copiée, recopiée. Elle est très importante, où on trouve énormément de repères de la localisation de beaucoup de groupes indigènes qui sont dans les fleuves amazoniens, partout dans les fleuves amazoniens, et qui, en fait, c'est une espèce de synthèse iconographique de plusieurs rapports écrits par les jésuites espagnols, où ils indiquent la position de ces Indiens et la langue que ces Indiens parlent. Donc, oui, ça serait une source magnifique, ça pourrait faire un travail magnifique pour l'histoire de l'urbanisation indigène. Et déjà, pour cette urbanisation des jésuites, ça pourrait certainement servir à ces buts-là. Donc, je pense que c'est tout à fait intéressant, et même pour construire des typologies différentes, parce que la carte de Fritz est très riche. Elle est très riche en détails. Il y a, si je ne me trompe pas, elle a une grande explication en bas de la carte, où il y a, c'est un long texte où il explique la carte, avec les noms de groupes indigènes et tout ça. Donc, c'est une carte merveilleuse qui, à mon avis, n'a jamais été vraiment étudiée comme il fallait. Je pense que c'est une chose vraiment à exploiter, et là, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Alors, Iris te remercie, et elle dit que la carte est toujours utilisée comme un registre, comme document des groupes linguistiques, mais pas par rapport aux groupes indigènes. Donc, elle est très contente avec tes informations, et qu'elle veut bien lire ta thèse et explorer les possibilités. Bon, je pense qu'on arrive à la fin. Michel, Paulo, qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, je vais en profiter pour faire deux petites annonces, et encore une fois remercier Dess de cette présentation très très riche qui nous a nourri et élevé l'esprit, et qui a même mis l'eau à la bouche à Lucimara quand tu as parlé de cupuaçu. Elle adore le cupuaçu. Et bon,
je ne dirai pas ce que ça m'a évoqué moi, mais c'est vrai que si on dit Kupuasu, ça appuie sur des zones sensibles. Voilà, bon, ça c'était pour l'anecdote, mais vraiment c'était passionnant. Et les petites annonces, bah, c'est pour dire que Das a bien voulu qu'on enregistre cette rencontre. Donc, vous la retrouverez dans quelques jours grâce au travail de Jessica Assar, qui est quelque part là aux manettes, sur la chaîne Le Brésil en question de YouTube. Et nous vous invitons à vous y abonner et à voir les autres conférences. Et puis, l'année universitaire, disons, de notre cycle va s'achever. En tout cas, il y a un prochain rendez-vous le 15 juin avec Silvio Almeida. Entre-temps, il y aura d'autres activités proposées par les études lusophones, mais je ne vais pas vous encombrer d'informations là-dessus, du CRIMIC. Vous les recevrez pour les uns ou les autres par mail. Et puis, bah, je vais laisser à Paul et à Laura le soin de... Peut-être que Jessica peut mettre le lien de la chaîne YouTube dans le chat pour ceux qui veulent le retrouver. Parle. Moi, je ne connaissais pas votre travail, Dacio, que j'ai trouvé fascinant. Donc, félicitations. Et par rapport aux informations, aux nouvelles du CREPAL, on vous informera aussi. Donc, merci beaucoup de votre participation. Bon, alors, merci, Décio. Le livre, donc, d'après ce que j'ai compris, il est déjà disponible. Pas tout à fait, Oui, non? C'est ça? oui, le livre, en ce moment, je suis en train de finir le contrat, de signer le contrat. Je pense qu'en 2-3 semaines, il sera disponible déjà chez les libraires. Est-ce qu'il y a, oh pardon, est-ce qu'il y a une version en portugais? Pardon pour. Non. Et Non, il n'y a pas. par le moment, Est-ce que vous il n'y a même pas une prévision de la traduction. Comme c'est un livre un peu grand, il a 652 pages. Je n'ai pas très envie de le traduire en ce moment. Parce qu'il est un peu grand. Mais en tout cas, peut-être un jour, ça se fera. Mais j'aimerais bien d'ailleurs, il faut un jour qu'il soit disponible pour mes compatriotes, pour les Brésiliens. Mais en ce moment, ce n'est pas envisageable. J'ai essayé déjà de parler avec quelques éditeurs au Brésil, mais moi-même, je ne suis pas très partant pour le traduire parce que c'est un peu grand. Vous pouvez le faire traduire et après faire la relecture. Oui, peut-être. Oui, ça sera très important d'avoir moi, je suis sûr qu'il va être traduit. Oui, il va être traduit, c'est évident. Il y a une nécessité là. On ne peut pas, nous, Français, être les seuls privilégiés d'avoir l'accès à ton magnifique travail. Et est-ce qu'il y a... Michel, j'aimerais bien dire, Michel, là, c'est pas seulement parce que je suis dans un cadre français, que je veux dire la chose que je veux dire maintenant. Une thèse de ce type-là ne pouvait pas se faire dans un cadre américain, par exemple, ou dans un cadre même brésilien, parce que j'ai pris de longues années à l'écrire et à le faire. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire des thèses en travail, au moins sur l'Amazonie, avec l'ampleur que j'ai essayé de faire en 4 ans. Et vous savez bien que le système américain nous oblige à finir des thèses en 4 ans. Et le système français m'a aidé beaucoup à rendre complexe cette réalité. C'est grâce à ces systèmes français que j'ai pu faire ce travail que je fais. Et ça, il faut le dire. Et c'est très important que les gens sachent. Parce que, à mon avis, c'est une question de vision de ce qui doit du problème de la recherche aujourd'hui, de tout le problème de la recherche que se fait en vitesse seulement aujourd'hui. Et à mon avis,
le système français, il a ouvert cette porte et cette opportunité pour moi. Et je ne le dis pas seulement parce que je suis dans ces cadres ici. Et pas seulement parce qu'il y a Louise Benatacho qui est là, qui a dirigé ton travail de doctorat. Et j'en profite pour saluer mes collègues de Colonial, comme on dit, de l'UFR. Voilà, merci d'être là cette fois. Juste un petit mot peut-être, hein, si je peux. J'ai eu quelques problèmes de connexion, excusez-moi, mais j'étais très, très heureuse de voir la façon dont, non seulement le travail de Décio que je connais, pour l'avoir lu attentivement, malgré tout, en étant en dirigeant, enfin, si on peut appeler ce travail dirigé, parce il était devant moi tout le temps, donc en suivant Décio, et aussi parce que j'ai vu que les questions étaient de la part de nos collègues brésiliens riches, nombreuses, et que ce travail, il est énorme et je suis très heureuse qu'au niveau de mon laboratoire, on ait pu subventionner cette édition parce que j'y croyais beaucoup et dans le lien avec nos collègues lusistes, qui est un lien qui doit être inconditionnel, et pour ce travail sur l'Amazonie, qui est une région que j'adore, je suis très, très heureuse que ce livre sorte et j'espère qu'il sera effectivement traduit en brésilien et en anglais. Merci Louise, au plaisir de te revoir hein, en pleine forme. C'est un vrai plaisir. Il y a longtemps qu'on ne te voit pas. Alors, merci et tu as tout à fait raison. Ça doit être traduit dans une langue comme l'anglaise parce que l'Amazonie aujourd'hui, c'est un des sujets les plus importants de la planète. Hein. Et peut-être ça, elle l'a toujours été. Et donc, merci infiniment. Et on continue nos contacts transatlantiques, soit interatlantiques, soit par la voie de caribéen atlantique. Alors, merci encore une fois, Décio, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et jusqu'à 15 juin avec Silvio Almeida.